Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle quotidienne. Le Front Populaire est toujours le seul parti pour lequel il faut voter et 11e art le seul podcast qu'il faut écouter. Aujourd'hui des beaux matchs, un Croatie-Albanie déjà coup près pour ces deux nations où l'on remettra un peu de lumière sur une légende albanaise, un Allemagne-Hongrie qui fera office de vrai test pour le pays hôte et qui nous a déjà donné un match de légende par le passé, et un Écosse-Suisse où le plus intéressant se passe peut-être finalement hors du terrain, plus précisément à Zurich. Pour m'accompagner aujourd'hui, la cité fertile semble agir comme une cure de jouvence pour lui. Il rajeunit au fil de la compétition, même s'il nous parlera tout à l'heure d'un match de son enfance avec cette incroyable Hongrie-RFA. Ça va, Alex ? Oui, on parle d'un match de 54 quand même, donc merci de replacer un peu le contexte. Ouais, ça va, mais de toute façon, je vais tous vous coucher, moi. Hein. Ah oui, bah ça... J'ai peur de rien. Tous les soirs à la cité fertile jusqu'à 4h du matin et le lendemain à 6h au travail. Bah, il va tous nous coucher ou il va nous clamser entre les pattes. Ouais, possible aussi. Et avec lui, celui qui sera, quoi qu'il arrive, vainqueur à la fin de la compétition, puisqu'il supporte 19 équipes sur 24. Ça va, Tom ? C'est pas mal, ça va. Je suis content de revenir. Il y a eu la grosse hype du début de tournoi que j'ai complètement raté en étant à Londres, mais écoute, on est content d'être de retour et pour mater le premier jour où il n'y a pas de match à 15h, donc c'est un peu décevant, mais je suis prêt pour ce soir. Ah mais je suis d'accord, ça nous met dans des états, ces conneries. Moi, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de match à 15h et j'avais l'impression que ma journée était foutue, quoi, alors qu'on l'a déjà fait. On sait faire sans, normalement. Ouais, mais c'est vrai que moi aussi, j'attendais bien tranquille. Je me disais, cool, j'ai fini le déjeuner, encore 1 heure à tuer, puis on va attaquer le match de 15h sur le 3e écran au taf. Bah non. Putain, sale ambiance, ça passe trop vite. Bon allez les gars, justement, aujourd'hui, parce qu'on enregistre la veille, mais aujourd'hui, au moment où vous nous écoutez, il y a 3 matchs et il y a à 15h un petit Albanie-Croatie. 15h, Croatie, Albanie. Eh bien Jules, justement, pour ce premier match, tu vas pas nous parler des plages de ces deux beaux pays, mais plutôt d'un joueur de légende qui est pas si connu chez nous. Exactement, pour les plages, on va attendre encore quelques semaines. Je voulais, comme j'aime le faire, remettre un peu de lumière sur les légendes de ces petites nations qu'on ne connaît pas forcément chez nous, honnêtement qu'on ne connaît pas du tout, hein. En vrai, c'est inconnu, et qui sont pourtant des joueurs qui ont inspiré notre sport et laissé une marque dans l'histoire. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler de celui qui est considéré comme le plus grand joueur de l'histoire du football albanais. Alors, il a une vie bien moins rocambolesque que notre ami Pechadze que j'ai évoqué hier, mais c'est important d'en parler quand même. Son nom, Panayot Pano, à ne pas confondre avec Panayotis Pasko, rien à voir. Ouais, bon, tu l'as dit, moi je connaissais pas du tout. Hein. C'est quelqu'un qui a une vie assez rocambolesque, mais il a quand même une anecdote qui est plutôt marrante au début de sa carrière. Ouais, alors j'ai dit justement pas si rocambolesque parce qu'on a moins d'infos que sur Pechadze, mais il y a une anecdote en effet qui est plutôt marrante parce que si pour beaucoup, notamment dans les Balkans, Panayot Pano était l'un des plus grands attaquants de sa génération, il a en fait commencé dans les buts. Alors pas comme toi à 10 ans qui fait une mi-temps pour dépanner puis une autre devant pour t'amuser. Non, juste que dans les catégories jeunes du SK Tirana, il était gardien. Donc c'est l'entraîneur Xavi Demneri qui voit en lui d'autres qualités et certainement à mon avis un petit déficit de taille, on en parlera tout à l'heure, et qu'il repositionne en pointe. Il tarde pas alors à faire ses preuves et fait ses débuts en équipe première à seulement 18 ans, ce qui est quand même très jeune pour l'époque. Et l'ancien gardien qui commence tout minot chez les pros en pointe inscrit 13 buts pour sa première saison dans l'élite. Pas dégueu. Ah oui, quand tu démarres comme ça, tu te dis que derrière, le gars va tout casser, quoi. Ouais, et en fait, pas tant que ça, parce qu'à l'époque, le problème, c'est que sa carrière, elle prend un coup d'arrêt immédiat puisqu'il est incorporé dans l'armée dès 1959. Sauf que, évidemment, comme tous les pays à l'époque, l'armée a une équipe de foot. Pano y joue et Pano les émerveille tous. Donc très vite, seulement quelques mois plus tard, en fait, il se fait transférer au Partizani Tirana, le plus grand club de l'époque, et encore aujourd'hui, à mon avis, du pays. Club dont on dit pudiquement qu'il est très proche du pouvoir en place. En fait, qu'on se le dise, c'est carrément le club du ministère de la Défense. Hein. Et ça devient immédiatement le meilleur attaquant du championnat. Pour l'époque, c'est un attaquant de poche hyper complet qui sait à peu près tout faire. Il est à l'aise balle au pied, fin tactiquement et techniquement. Il avait aussi la particularité pour son petit gabarit, comme je vous en parlais tout à l'heure, 1m75, d'être redoutable dans les airs avec un sens du timing incroyable. Un peu comme un Antoine Griezmann ou Kevin Gamero pour rester dans les légendes. Et donc à l'époque, tous les observateurs sont complètement bluffés par ce joueur des Balkans qui ne ressemble à aucun autre. Il restera 15 ans au Partizani Tirana et il jouera 210 matchs pour 136 buts. Alors ok, c'est pas les stats des serial buteurs d'aujourd'hui, mais pour l'époque, c'est quand même franchement costaud. Et c'est pour ça qu'il est encore aujourd'hui considéré comme une légende chez lui. C'est quand même bizarre qu'on en ait jamais entendu parler, du coup.
Ouais et non en fait. Déjà le fait que notre ami Panayot ait fait toute sa carrière au pays n'aide pas. Ensuite l'équipe albanaise était vraiment très très faible à l'époque. Ils participaient parfois même pas aux phases de qualification, ils s'inscrivaient pas parce que à mon avis ils connaissaient l'issue. Et c'est pour ça que Pano à l'international n'a pris part qu'à 28 rencontres pour 4 petits buts. Ouais, donc bon, t'es mignon Jules avec ton histoire, mais ça se trouve t'es en train de nous parler d'un cousin du quartier. Moi aussi j'ai des mecs qui étaient super forts, qui ont failli faire pro, les croisés, tu connais, tout ça. Hein. Non, parce qu'en fait, on se base pas non plus que sur des lignes de stats ou 2 médailles remises là-bas. Déjà, c'est quand même un type qui, dans sa carrière, a soulevé 11 fois un trophée et qui a fini 3 saisons meilleur buteur du championnat. Aussi, on a quand même les témoignages des observateurs, des gens qui étaient là à l'époque. Par exemple, les joueurs hongrois, qui étaient quand même pas une nation minuscule du football à l'époque, tu nous en parleras tout à l'heure, Alex, le surnommaient le petit Puskas, tant il les mettait tous en difficulté. Il y a aussi le défenseur, un grand défenseur allemand, Karl-Heinz Schillinger, qui disait de lui que c'était un vrai renard, et un autre allemand, Willy Schulz, qui a même déclaré « Personne dans mon pays ou à l'étranger ne passe le ballon comme Pano ». Et la meilleure verbatim que j'ai trouvée, c'est à la suite d'un match de Coupe d'Europe au Fenerbahçe. Il a inscrit un but en éliminant toute la défense, puis le gardien, et il est rentré dans le but avec la balle, sûrement une dédicace en avance à Paul-Georges Entep. Et le président du Fener, Mislim Bey, qui est d'origine albanaise, il faut dire quand même, a déclaré à l'époque « Pelé et Eusebio sont les plus grands joueurs du monde, mais Pano a mieux joué qu'eux dans ce stade ». C'est quand même pas dégueulasse comme comparaison. Oui, bon, clairement, il a pas volé son titre de meilleur joueur de l'histoire d'Albanie juste devant Loriksana, je crois, non? Ouais, justement, juste devant, je pense. Et c'est vrai que ça permet de rappeler aussi, du coup, aux plus jeunes qui nous écoutent, parce que j'ai l'impression que ça devient un peu une maladie, que c'est pas que les lignes de stats, c'est aussi l'affect, le football, des gestes, un style, une attitude. Et de ce côté-là, il me semble que Pano était plutôt bien pourvu. C'est comme si on parlera évidemment de Cristiano Ronaldo, de Messi, mais si on regarde par exemple que les lignes de stats pour Ronaldinho, nous quand on était petits, etc., Ronaldinho ne sera jamais cité, alors que pourtant c'est certainement un des plus grands joueurs de sa génération. Et voilà pourquoi notamment je voulais aussi rendre hommage à Pano ici. Petit fun fact pour finir, si Panayot a un peu entraîné ensuite mais sans grand succès, sa légende s'est quand même poursuivie puisque pour les un peu plus vieux que nous, il est le père de Ledio Pano qui est devenu ensuite une grosse star au Partizani comme son père et en sélection albanaise. C'était un super milieu de la fin des années 80 et du début des années 90. Bah merci Jules pour cette mise en lumière, c'est toujours hyper agréable d'entendre des petits bouts d'histoire qu'on connaissait pas forcément et t'as rendu un bel hommage à cette star albanaise. Yes, et du coup les gars, je vais reprendre la main, mais je vais pas vous demander de réagir sur Payano Pano, même si toi Alex, t'aurais peut-être pu le croiser en Erasmus à l'époque, mais plutôt sur le match de la journée de 15h. Comment vous le sentez, vous, de chaque côté? Tom, tu te C'est lances? clair que les deux équipes doivent réagir. Ouais, les deux équipes doivent réagir après la défaite en ouverture. Bon, l'Albanie au moins aura eu le culot de marquer le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro. Donc, ils auront au moins ça à noter et que les célébrations étaient vraiment pas mal. Après, si on se réfère à ma première quotidienne sur la relation Albanie-Italie, c'était un peu le match fraternel entre les deux. Donc, peut-être un peu moins de dégoût de cette défaite, mais c'est clair qu'il faut rebondir s'ils veulent continuer d'exister, surtout pour la Croatie qui était quand même plutôt attendue à mieux que cette grosse défaite 3-0 contre l'Espagne. Ouais, Alex, tu le sens comment, toi? Ouais, bah Croatie obligée de faire un gros résultat. Après, on a vu l'Albanie pas facile à jouer contre l'Italie, même si l'Italie m'a un peu déçu. Mais en fait, ce qu'on se disait hier après le match des Bleus, c'est qu'à part l'Espagne et l'Allemagne, il n'y a pas de nation qui se dégage par une force collective et qui ont un peu écrasé les équipes plus faibles. Donc non, j'attends un sursaut de la Croatie parce que en fait, même s'ils font 2 matchs nuls, tu vois, s'ils finissent la phase de poule à 2 points, vu qu'ils ont perdu 3-0 à l'aller, ils auront du mal à accrocher la place dans les meilleurs troisièmes. Donc là, c'est quasi victoire obligatoire presque. Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, match coup près. Et on va donc enclencher d'ailleurs, les gars, sur le deuxième match de la journée, Allemagne-Hongrie, avec toi, Alex. 18h. Allemagne, Hongrie. Alex, tu nous as préparé une petite chronique sur un match de légende dans l'histoire du foot, le genre de confrontation qui fait que jamais l'Allemagne et la Hongrie ne pourront s'affronter sans vouloir se foutre sur la gueule désormais, et ça s'est passé 9 ans après la guerre. Ah ça va, je vous vois venir les gars, encore Papy Alex qui va nous bassiner avec son adolescence, ou trop relou, le gars va nous parler d'un match des années 50, l'enfer. Mais non, pas de panique les boys, l'histoire est cool. On va parler d'un joueur magnifique, de drogue et de crampons vissés et de guerre froide, que demande le peuple. Laissez-moi déjà vous planter le décor. On est à la Coupe du Monde 54, une des compétitions les plus novatrices de l'histoire. Première Coupe du Monde à passer à la télé,
début de la compétition avec 16 équipes au lieu de 12 et une avalanche de buts avec en moyenne 5 buts par match. Je pense que les Suisses qui accueillaient la compète n'étaient pas prêts. Et puis, on n'est même pas 10 ans après la fin de la guerre. Le journal L'Équipe, fraîchement né, spécialisé sur le vélo, se plonge alors sur le foot pour la première fois et n'est pas tendre avec l'équipe de France d'un certain Copa. Mais revenons-en à nos moutons. On n'est pas là pour parler de la France ni de la Coupe du Monde, mais bien de ce Allemagne-Hongrie. Ouais, avec une Hongrie, c'est pas évident pour les plus jeunes qui nous suivent, mais qui fait figure de grandissime favori de la compétition. Un nom, Puskás. Vous savez, ce prix qui récompense le plus beau but de l'année, c'est un joueur hongrois plutôt exceptionnel dans son style. Dites-vous qu'il est tellement fort qu'il est surclassé dans toutes les catégories, à tel point qu'il doit même jouer sous une fausse identité pour être éligible. Il est déjà titulaire indiscutable dans l'équipe première de son club dès 16 ans, et avec Budapest, il finira avec 387 buts en 371 matchs. Exceptionnel, ça vous place un joueur. Mais l'équipe hongroise ne repose pas uniquement sur lui. On assiste dans ces années 50 aux premières manifestations d'un football total, avec comme précurseur le coach Gustav Sebest. Je suis désolé pour la prononciation, je sais pas vraiment comment on dit ça. Mais dans un système, les gars, en 3-2-5. Oui, j'ai bien dit, en 3-2-5. Il faut le dire que comme souvent, la politique a son mot à dire dans ces années-là. À cette époque, le football, c'est un outil de propagande dans un contexte de guerre froide qui oppose bloc de l'Est à bloc de l'Ouest. Et jouer collectif pour un pays communiste, c'est pas juste un choix esthétique, c'est une nécessité. Et la Hongrie fait figure de porte-drapeau du bloc de l'Est. Alors l'équipe se balade en phase de poule, elle passe 8 buts à la République fédérale d'Allemagne, 9 à la Corée du Sud, et elle se qualifie pour la finale après avoir sorti l'Uruguay. Ok, donc la Hongrie, elle trace sa route et elle se retrouve en finale face à la RFA, qu'ils ont atomisé 8-3 en poule, donc a priori on se dit que c'est dans la poche. Tu t'en doutes mon vieux, j'aurais pas fait cette chronique si la plus belle équipe de la décennie avait logiquement gagné la finale. Ça commence pourtant très bien pour les Hongrois qui roulent sur la RFA et mènent 2-0. Puskás joue blessé mais tient à être là tant le moment est important. Jusqu'ici tout va bien, mais il pleut à torrent sur Berne ce soir-là et les Allemands s'apprêtent à révolutionner l'histoire. Alors que les Hongrois pataugent sur un terrain boueux, les Allemands ne glissent pas et pour cause. Un certain Adi Dassler, le bien nommé créateur de la marque Adidas, a trouvé la parade. Il a créé des chaussures disposant de crampons vissés, un procédé qui n'existait pas à l'époque. La RFA revient à égalité juste avant la mi-temps, puis marque le 3e but pour gagner une Coupe du Monde qui devait revenir à la Hongrie. Un traumatisme pour toute une génération hongroise. Ouais, parce que si en Allemagne la fête est totale, l'ambiance elle est un peu plus morose à l'Est. Ouais, les Allemands qui ont écouté le match à la radio, on parle de 50 millions d'Allemands focus derrière la radio, se précipitent dans les rues et le long de la voie ferrée pour attendre leur héros. Et surtout, cette victoire, elle fait renaître un sentiment d'identité nationale qui avait disparu après la guerre. On sait que ça a été la reconstruction de l'Allemagne a été très compliquée. En Hongrie, de l'autre côté, on se sent complètement lésé. On accuse l'arbitre d'avoir commis un geste politique en refusant un but à 5 minutes de la fin du match. Et quand on sait que 2 ans plus tard, les chars soviétiques pénètrent dans Budapest pour réprimer l'insurrection des ouvriers en octobre 56, on comprend la détresse des supporters hongrois. Qui plus est parce que les stars de la sélection, alors en déplacement à l'étranger au moment où les chars soviétiques pénètrent dans Budapest, remettront plus jamais les pieds sur le sol hongrois. Ils porteront plus jamais le maillot de la sélection. C'est donc là une triste fin pour une génération dorée qui se contentera d'une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Mais attends Alex, du coup t'es en train de m'expliquer que l'équipe allemande composée en majorité de joueurs amateurs qui s'étaient pris 8-3 en poule ont gagné parce que juste ils avaient des meilleures pompes? Non, pas du tout. Et croyez-moi que les Hongrois l'ont encore plus mauvaise. Et c'est pour ça que je vous disais que ils pourront jamais s'empêcher de se foutre sur la gueule à chaque fois qu'ils se reverront. En fait, en 2010, il y a une étude du comité olympique allemand qui affirme que ces fameux héros, ces Allemands de 54, étaient complètement dopés à la méthamphétamine, la drogue du soldat. Dur à digérer, pour les Hongrois mais bon, à l'époque, tous les moyens étaient bons pour faire briller la nation. Ce qui est certain, et comme tu le disais, Jules, à la fin de ta chronique, c'est que personne n'oubliera ce collectif révolutionnaire, quand bien même cette histoire a 60 ans, et tout le monde se souviendra que le football mondial était hongrois et que Puskás en était le maître à l'époque. Ouais, c'est vrai que c'est finalement un peu moche cette victoire. Les Hongrois auraient peut-être mérité cette petite étoile au-dessus du maillot. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Tom, de cette chronique? Tu veux réagir là-dessus? Est-ce qu'on va revivre la même chose aujourd'hui?
Le miracle de Berne, c'est un peu ça, comment c'est un peu communément appelé. Et franchement, le WM très connu de cette belle Hongrie, ça a marqué des générations, notamment celle d'Alex, évidemment. Non, franchement, est-ce qu'on pourrait avoir à nouveau je pense, vu le premier match, pour vraiment retourner sur le présent, la Hongrie m'a déçu personnellement et l'Allemagne a plutôt impressionné. Donc, je ne sais pas si ce serait le miracle de. Je ne sais pas où est le match, mais le miracle de l'Euro 2024, de voir l'Allemagne perdre contre cette Hongrie-là. Après, ça faisait partie des outsiders. Donc, tout est ouvert. Je pense qu'on va faire l'inverse. Je pense que l'Allemagne va mettre 8-3 à la Hongrie et ils vont leur mettre un 3-2 en quart de finale un peu plus tard. Ils se qualifient parce que la Hongrie, avec 2 défaites, je suis pas sûr que, notamment s'ils en prennent 8, je suis pas sûr qu'ils aient fait. Oui, je sais, Tom, c'était une petite vanne. On va finir tranquillement d'ailleurs ce podcast avec toi, Tom, pendant que je t'ai sous la main, avec un Écosse-Suisse qui n'est pas l'affiche la plus excitante. Et tu vas nous réveiller un peu en musique, Tom. 21h. Écosse, Suisse. Donc, comme je le disais, on va parler aujourd'hui de musique après avoir fait une première conférence à la Cité Fertile vendredi sur le sujet et les liens entre la musique et le foot. Tom, j'ai l'impression que toi aussi, tu vas nous parler, que tu as kiffé un truc en dehors du terrain. Alors forcément, après 6 jours, après le début de cette Euro, vous avez certainement un peu marre déjà de ces pubs d'avant-match, hein. J'imagine notamment les paris sportifs, les commentateurs qui parlent un peu trop fort, le score NPP qui est tout pourri parce que vous avez forcément misé sur la Belgique et l'Ukraine et que ça ne s'est pas trop passé comme prévu. Mais je pense que la musique d'ouverture, pour le coup, je pense qu'elle vous a plutôt fait vibrer. Elle commence déjà à rentrer un peu de votre tête et à marquer un peu votre mémoire pour les années à venir, hein. Chaque tournoi a sa musique. Et moi, je vais vous parler un peu plus de cette relation entre foot et musique, spécifiquement à Zurich. Alors, tu vas nous faire voyager cette fois de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui n'est pas évident avec Zurich, mais... Ouais. Je suis allé un peu plus loin pour revenir à domicile. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, je vais vous parler du mouvement techno. Alors, la techno, niveau 11e art, c'est pas forcément le style le plus écouté en tout cas. Mais alors aux US, c'était très écouté dans les années 80, qui dansent à ce moment-là plutôt sur du rock, de la funk, de la pop, avec des villes de Chicago et Detroit qui entrent dans la scène médiatique de la techno. Alors d'un côté, tu as Chicago qui propose de la house music, un sous-genre musical de l'électro, son rythme de 120 à 130 beats par minute, hein, pour les techniques, avec un exemple ici. Et de l'autre, tu as Detroit qui propose autre chose que simplement des usines automobiles, la techno. Donc voilà, on va démarrer là-dessus. Les clubs de la ville sont rythmés par les disc jockeys invisibles qui sont dans le coin de la pièce qu'on ne voit pas du tout. Et tu as des créateurs du nom de Juan Atkins, Oldham ou encore le collectif Underground Resistance qui se mettent à l'œuvre pour proposer un nouveau style musical basé d'abord sur la musique électronique déjà existante en Europe. Ces producteurs s'y mettent avec un peu de rythmique afro-américaine. À cela s'ajoute une vraie culture de l'underground, loin de la commercialisation des Beatles, des Rolling Stones et de Chic. Bien sûr, on peut adorer, mais là, c'est vraiment un contre-culture. Et des DJ au plein milieu de la soirée, comme des musiciens, tu vois, typiquement. Et c'est organisé dans des garages, des sous-sols ou dans des open air. Les soirées sont évidemment illégales. C'est dans des squats très peu sécurisés, avec beaucoup de drogue pour tenir toute la soirée. C'est un style techno qui restera très underground outre-Atlantique, mais rapidement, les pères fondateurs vont se produire en Europe et notamment à Berlin où la scène techno explose. Berlin, ça nous évoque quand même pas mal la nightlife, la musique électro justement, mais avant d'expliquer comment le style techno est arrivé en Suisse et à Zurich, est-ce que tu peux nous parler des liens germaniques entre l'Allemagne et la Suisse ? Alors les relations diplomatiques, je ne vais pas vous faire toute une histoire de la Suisse et l'Allemagne que vous connaissez forcément un petit peu commun, mais en tout cas, moi j'avais redécouvert ça, qu'ils étaient ensemble sous la gouvernance du Saint-Empire romain germanique en XIVe siècle. Alors, un petit peu avant l'époque d'Alex, du coup, on va continuer à taper là-dessus, mais qui est un royaume qui incluait le nord de l'Italie, une grande partie de l'Europe centrale, et donc l'Allemagne et la Suisse. Et à partir de l'indépendance de la Confédération suisse en 1803, la terre helvétique est devenue une terre de refuge pour les intellectuels allemands qui étaient persécutés parce qu'ils voulaient plus de libéralisme. C'était pas trop allemand, ça, le libéralisme. C'est une bonne indication pour les relations un peu compliquées parfois entre les deux pays et qu'on retrouve quand même une certaine culture commune aujourd'hui. Déjà la langue allemande, évidemment, qui est parlée dans plus de 60% du pays suisse, notamment à Berne, Fribourg, Bâle ou Zurich. Et de l'autre côté, on retrouve le côté très direct des Allemands,
chez certains Suisses, c'est pas le cas partout, parce qu'eux ils sont plutôt proches de la France et de l'Italie, alors que les Allemands sont plus proches des Autrichiens au niveau culture. Aujourd'hui, on peut dire que les deux pays s'entendent très bien politiquement, mais restent à distance dans l'aspect culturel, même si les frontières sont assez poreuses. Donc 2 pays qui s'entendent bien, qui parlent la même langue à peu près au moins en partie, mais qui se partagent également la musique. C'est assez logique de voir la techno traverser la frontière du coup. Bah exactement, la scène techno, elle explose en Suisse après avoir bien démarré à Berlin, comme je disais tout à l'heure, avec le club notamment de Trésor, qui rassemble des milliers de personnes sur un supermarché désaffecté à la frontière du mur de Berlin, truc très Europe de l'Est, très Allemagne de l'Est, du coup, de l'époque. Et de l'autre côté, tu as les premières soirées d'acid house et de la techno qui ont lieu à Lausanne, Montreux, Yverdon et Neuchâtel dans les années 80. Franchement, c'est des clubs, les clubs officiels, ils ont beaucoup de mal avec cette musique qui, comme je disais tout à l'heure, représente vraiment la musique qui tabasse avec la drogue, etc. Ça leur plaît pas trop. Donc on reste dans les entrepôts abandonnés, certes, mais le genre musical underground, il est vraiment poussé par la radio locale Couleur 3, avec notamment Magic Mike, pas du tout Magic Mike, Mr. Mike, un grand personnage du développement en Suisse. C'est clairement une explosion du genre qui arrive dans les années 90, malgré le contexte un peu particulier. Ouais, vu qu'en Allemagne, le mur va bientôt tomber, des populations entières vont se retrouver, et en Suisse, la guerre froide et l'austérité a réellement impacté la culture et la notion d'amusement chez la nouvelle génération. Bah, c'est exactement ça. Les jeunes, ils veulent être plus animés, ils veulent se retrouver ensemble après une guerre froide très compliquée, montrer leur joie de vivre et vraiment s'amuser. Et c'est l'occasion de la libéralisation de la parole, de la sexualité qui se développe énormément avec la Love Parade, d'abord à Berlin, puis la Street Parade à partir des années 2000 à Zurich. On danse toute la nuit, on dort moins et on s'amuse. Franchement, c'était bien d'être jeune, hein, quand même. Je parle de ça comme si c'était un ancien temps, je n'ai que 25 ans. C'est un mouvement très expressif qui tranche franchement avec le côté très réservé, germanique, hein. Franchement, c'est pas un peuple qui montre beaucoup ses émotions, mais ça tranche vraiment avec l'image dormante de Zurich qui change complètement. Aujourd'hui, les influences viennent de partout dans le monde, mais la scène techno originale de Zurich, elle est protégée par l'UNESCO en tant que tradition intangible, alors que l'Office de tourisme fédéral de la culture suisse fait une vraie tradition vivante de cette techno suisse. Et du coup, pour parler un peu de foot, notre table ronde vendredi dernier parlait des liens justement entre le foot et la musique, même si c'était plutôt axé là sur le rap et le rock. Où est-ce que l'on voit les liens entre le foot et la musique électronique ? Alors d'une part, même si on le voit un peu moins qu'au stade de foot, qu'au basket américain ou au handball, bah, la musique elle est forcément présente au stade, notamment avec les entrées des joueurs. Alors, en France, il y a plutôt du rock qui accompagne les joueurs quand ils rentrent dans la pelouse, Phil Collins et Van Halen évidemment pour Paris et Marseille. Mais alors aux Pays-Bas, mon expérience de ground hopping limitée, Pays-Bas, Allemagne, Belgique, c'est souvent de l'électro qui accompagne les supporters pour les chauffer. On l'a vu notamment à Hambourg récemment avec les supporters néerlandais qui étaient chauds comme la braise. Bon, et la musique officielle de l'Euro est toujours électronique depuis quelques années. Cette année, c'est Medusa. Avant, c'était Martin Garrix, David Guetta en 2016. Et en 2012, c'était Oceana. Bon, bizarrement, quand on parle de Suisse et de techno, bah, ils n'ont pas utilisé ça. Ils ont utilisé Enrique Iglesias, hein, le plus suisse des pas suisses, du coup. Et de la samba après les buts. Parce que bah, ça fait très suisse, quoi. Les musiciens adorent cette musique du foot, mais les supporters sont surtout attachés à Waka Waka, Waving Flag de 2010. La musique électro, ça les marque un peu moins, mais vous vous souviendrez dans quelques années de l'Euro et quelles chansons allaient avec. Et on voit aussi d'ailleurs dans l'autre sens la musique grandement s'inspirer du foot aussi. Bah, complètement, les DJ, de plus en plus, notamment en Angleterre, ils ont la culture du maillot un peu vintage. Voilà, on parlera dans d'autres conférences de l'explosion du vente de maillots vintage. Mais lors des tournées, les artistes, ils aiment bien créer leur propre kit. Ils vont mettre leur nom, le nom de l'événement, avec un joli logo pour dire c'est la soirée à ne pas rater. Et ils vont les vendre comme merchandising à la fin de la soirée. C'est un peu marketing sur le foot, mais bon, ça marche vachement bien. Acid House, c'était une collection du collectif Wasted Heroes, ça a très très bien marché en ligne aussi. Et aujourd'hui, les générations anglaises, suisses et néerlandaises, ils associent vachement la rave culture et l'enchaînement avec le stade derrière. Donc franchement, nous on a peut-être le rap, mais bon, chacun sa culture et on apprécie la musique de tout le monde. Maintenant, je vais avoir du mal à pas m'imaginer Xherdan Shaqiri en train de se mettre un tasse dans la gueule et se laisser pousser une petite nuque longue pour taper du pied dans un hangar. Alex, je sais pas si tu as une réaction sur la techno suisse ou il n'a pas pu s'empêcher de parler de Medusa. C'est un truc. Bien sûr. C'est un truc de ouf. J'en étais sûr. Ah, c'est presque une maladie. J'ai vu l'intitulé, je me suis dit, il va nous lâcher Medusa. Il a lâché Medusa. Bravo Tom. Voilà, c'est ça. Bon, Alex, avant qu'on conclue, est-ce que tu as une petite, et puis Tom aussi d'ailleurs, un petit avis sur cette équipe suisse, parce qu'elle est plutôt pas mal cette année au final, l'équipe suisse, même si on n'en a pas trop parlé en avant-compète.
Bah oui, surtout on nous en a parlé en mal, quoi, en disant que c'était une génération qui arrivait en fin de course, qu'il n'y avait pas grand-chose à espérer, que même si Xhaka avait fait une bonne saison, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Au final, on a vu un premier match plutôt cohérent. Là, il joue l'Écosse qui s'est fait rouster contre l'Allemagne et qui a vraiment rien montré. Enfin, franchement, je repensais au match il y a pas longtemps et je me rappelle en parler à Bilal pendant le match en me demandant si avant la 40e, il passe une fois le milieu de terrain. Donc, bon, normalement, la Suisse en fait devrait sortir de ce groupe assez tranquillement derrière l'Allemagne, même en faisant un petit nul face à l'Écosse, ça va le faire tranquille. Hein. Ouais, normalement, ça devrait le faire. Tom, t'es du même avis? Moi, je suis déçu par les Écossais, en fait. C'est ça le truc. C'est un peu le truc british de se dire, attends, c'est chiant d'être Écossais, mais bon, ces dernières années, on avait l'impression que ça a remonté un peu la pente. La victoire contre l'Espagne, on en avait parlé assez longuement avant le tournoi. Bah, ils n'ont rien montré. Alors, ils ont montré une belle présence du public. Hein. La Tartan Army était toujours aussi présente de la première à la dernière minute et même avant le match. Mais ouais, c'était un peu désolant comme premier match. Donc, je pense que Brelem Bolo a encore une belle carrière devant lui et peut continuer de marquer des jolis buts. Oui, bah tu parlais de l'Écosse, Tom. Ils voulaient marquer l'histoire, ils l'ont marqué, hein, on peut dire, dans le mauvais sens, mais ils l'ont marqué. Toujours. En tout cas, merci à vous deux, les gars, pour cette quotidienne qu'on va conclure. Merci à vous tous de continuer à nous suivre pendant cette compétition aussi. On va essayer de continuer à vous faire vibrer, peut-être au rythme de la techno suisse, qui sait, encore longtemps, je l'espère. Si jamais c'est pas fait, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, mettre un petit like, un partage, ça nous aide de ouf. Pas de Cité Fertile aujourd'hui, mais on vous retrouve quand même en live dès ce soir sur notre chaîne Twitch depuis nos salons. Et dès demain, jeudi et vendredi et samedi, on vous attend à Pantin avec des très belles conférences, des matchs excitants, des après-matchs avec vous et des lots à gagner. En plus, le lieu est vraiment trop stylé pour suivre les matchs. Il y a un énorme écran géant, donc n'hésitez pas à nous rejoindre à Pantin, à la Cité Fertile. Et je vous souhaite à tous un bon Euro. Ciao!